Bonjour à toutes et à tous. Je suis Charlotte Moreau, je suis pharmacien hygiéniste au CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes et membre de la mission nationale Primo. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce second webinaire de la mission Primo donc de l'année, dédié aux résultats de l'enquête nationale de prévalence des infections associées aux soins et des traitements anti-infectieux en EHPAD. Voilà, présenté par Com Dagno. Nous allons donc consacrer ensemble 1 heure pour essayer de voir et de comprendre les enseignements de cette enquête. Donc, grâce à Com Dagno, comme je viens de l'annoncer, qui est épidémiologiste chez Santé publique France et que nous remercions vivement pour sa présence aujourd'hui. Concernant l'animation de ce webinaire, donc je serai accompagnée d'Aurélie Marquet, qui est pharmacien hospitalier et hygiéniste au CH Mayenne, et également membre de la mission Primo, de Sonia Thibault, qui est ingénieure ingénieure de recherche chargée de projet pour Primo également, et de Jean-Paul Alves, qui assure toute la partie technique de ce webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à Com Dagno. Un grand merci d'être présent et puis bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord la mission nationale Primo pour son invitation à présenter les résultats de cette enquête. Comme l'a rappelé Charlotte Moreau, il s'agit de l'enquête nationale de prévalence des infections associées aux soins et des traitements anti-infectieux qui a été réalisée en 2024 dans les EHPAD. Alors, les enquêtes nationales de prévalence sont réalisées dans le cadre des projets européens de surveillance des infections associées aux soins, HAINet, qui sont pilotés par le CDC. Ces enquêtes de prévalence sont réalisées dans les EHPAD depuis 2010. La France a participé à l'enquête pilote HALT 1 en 2010 et puis à l'enquête Prévépad, c'était en 2016. Cette nouvelle enquête nationale de prévalence réalisée en 2024 est pilotée par Santé publique France et le réseau de prévention des infections et de l'antibiorésistance, le REPIA, avec l'appui du groupe de travail qui a été dédié à cette enquête. L'enquête a été réalisée par les EHPAD avec l'appui des équipes mobiles et opérationnelles d'hygiène, des CEPIAS et des CRATB. Alors, cette enquête nationale de prévalence, elle a pour objectif de produire des indicateurs de prévalence des infections associées aux soins et des traitements antibiotiques en EHPAD. Elle vise également à mobiliser l'ensemble des professionnels de santé des EHPAD et des prescripteurs sur un projet de surveillance. Elle a également pour finalité de dégager des priorités d'action en matière de prévention et contrôle des infections et de bon usage des antibiotiques au niveau national, régional, mais également local. Très rapidement, quelques éléments de méthode. Alors, il s'agit d'une enquête transversale réalisée un jour donné entre le 15 mai et le 28 juin 2024 pour tous les résidents des EHPAD participants. L'enquête est réalisée à l'aide d'un questionnaire standardisé qui a permis de recueillir des données agrégées au niveau des EHPAD et des données individuelles pour les résidents. Le recueil et la saisie des données ont été réalisés par les équipes d'enquêteurs dans les EHPAD avec l'appui des EMH et des EOH. Un échantillon de 937 EHPAD a été tiré au sort et stratifié sur la capacité des établissements et la région. Cependant, l'ensemble des EHPAD non tirés au sort étaient encouragés à participer à l'enquête. Et l'ensemble des EHPAD participants, tirés au sort ou non, ont été inclus dans l'analyse. 2 indicateurs principaux ont été calculés. Il s'agit d'une part de la prévalence des résidents infectés par au moins une infection associée aux soins active le jour de l'enquête rapportée à 100 résidents, et d'autre part, la prévalence des résidents traités par au moins un antibiotique le jour de l'enquête pour 100 résidents. L'ensemble des analyses prennent en compte le plan de sondage, donc les prévalences calculées sont des estimations dans la population des résidents d'EHPAD français, entourés de leur intervalle de confiance. Alors, au total, 1288 EHPAD ont participé à l'ENP 2024, après exclusion de 44 EHPAD qui n'avaient pas appliqué le protocole d'enquête. Cela représente 52% des EHPAD de l'échantillon, soit 486 EHPAD, et 12,3% des EHPAD hors échantillon, soit 802 EHPAD. On peut noter que les EHPAD non tirés au sort représentent près des 2 tiers des EHPAD participants. L'ensemble des EHPAD participants ont inclus au total 102 166 résidents. La région Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est ont inclus chacune plus de 10 000 résidents. Le taux de participation des EHPAD dans l'échantillon en 2024 est comparable à celui de l'enquête Prévépad réalisée en 2016, qui était de 51%.
Concernant les caractéristiques des EHPAD, on note une surreprésentation des EHPAD du secteur public par rapport au niveau national et également par rapport à l'enquête Prévépad. 40%, alors pour ce qui est du niveau national, j'ai pris la base de sondage, c'est-à-dire la base finesse de 2023. On voit qu'il y a une différence très importante entre les secteurs publics par rapport à l'échantillon. 40% des EHPAD sont rattachés à un établissement de santé et 60 sont au tarif global, proportion largement supérieure par rapport à 2016. La capacité des EHPAD est stable, elle est de 78 résidents en médiane par EHPAD. En revanche, on constate une augmentation du groupe iso-ressources et pathos moyen pondéré par rapport à 2016, ce qui indique un niveau moyen de dépendance plus élevé. On peut noter également une variabilité régionale très importante de ces différentes caractéristiques des EHPAD. En 2024, les EHPAD présentent moins de médecins coordonnateurs qu'en 2016, mais autant d'IDEC. La proportion d'EHPAD avec un correspondant en hygiène ayant un accès à une expertise en hygiène ou à un référent en antibiothérapie a augmenté par rapport à 2016. On peut noter notamment que presque l'ensemble des EHPAD ont accès à une expertise en hygiène en 2024, alors que c'était plutôt de l'ordre des 2/3 en 2016. Un peu plus de la moitié des EHPAD ont une procédure de réévaluation des prescriptions antibiotiques. Enfin, on constate que les EHPAD, les équipes mobiles et opérationnelles d'hygiène ont particulièrement accompagné les EHPAD lors de la réalisation de l'enquête 2024. On peut se rendre compte que la moitié à peu près des EHPAD ont eu l'appui d'une EMH ou d'une OH pour la réalisation de l'enquête, ce qui est beaucoup plus que lors de l'enquête Prévépad 2016. Comme en 2016, les 3/4 des résidents sont des femmes. L'âge médian des résidents est de 88 ans. Les résidents sont plus âgés dans l'ENP 2024 que dans l'enquête Prévépad. La proportion de résidents âgés de 85 ans et plus est égale à 66,6% contre 63,4% en 2016. Donc des résidents plus âgés et plus dépendants aux soins qu'en 2016. 13,2% des résidents étaient accueillis en unité adaptée, principalement en unité de soins adaptée à la perte d'autonomie psychique. Près d'un résident sur 10 a été hospitalisé dans les 3 mois précédant le jour de l'enquête. Les 2/3 des résidents présentaient des périodes de confusion et ou des troubles neurocognitifs au moment de l'enquête et étaient incontinents. Près de la moitié des résidents étaient en fauteuil roulant ou alité et un résident sur 20 présentait une escarre le jour de l'enquête. 4,8% pour les escarres. Concernant l'exposition des résidents à des actes ou à des dispositifs invasifs, on constate une légère augmentation des résidents opérés dans les 30 jours précédant le jour de l'enquête en 2024 par rapport à 2016. On a 1,3% en 2024, alors qu'on avait une proportion de 0,9% en 2016. L'exposition aux dispositifs invasifs est identique en 2024 et 2016, avec un peu moins d'un résident sur 20 exposé à un dispositif invasif. 1,7% des résidents avaient une sonde urinaire à demeure le jour de l'enquête et près de 3% des résidents étaient exposés à un cathéter, le plus souvent sous-cutané. Alors maintenant, je vais passer à la présentation des résultats sur les infections associées aux soins. En 2024, la prévalence des résidents infectés par au moins une infection associée aux soins active le jour de l'enquête est estimée à 2,35%. Au total, 2580 résidents présentaient une IAS le jour de l'enquête. Cette prévalence est variable d'un EHPAD à l'autre. 40% des EHPAD présentent une prévalence des résidents infectés nulle, c'est-à-dire qu'aucun résident n'était infecté le jour de l'enquête dans l'EHPAD. La prévalence médiane est égale à 1,43%. Cela signifie que la moitié des EHPAD ont une prévalence supérieure à 1,43%. Enfin, un quart des EHPAD ont une prévalence supérieure à 3,13%. Cette valeur correspond au percentile 75. Par rapport à 2016, on constate une diminution de la prévalence des résidents infectés
Elle était égale à 2,93 en 2016 et 20% des EHPAD présentaient une prévalence nulle, soit une proportion 2 fois moins élevée qu'en 2024. La prévalence des résidents infectés varie peu selon les caractéristiques des EHPAD, contrairement à ce qui avait été observé dans l'enquête Prévepad. Notamment, on ne retrouve pas de différence significative de la prévalence des résidents infectés selon le statut juridique et selon la capacité de l'établissement, contrairement à 2016. En revanche, on observe, comme en 2016, une prévalence plus élevée dans les EHPAD non rattachés à un établissement de santé. Contrairement à 2016, on n'observe pas de différence selon la présence ou non d'un médecin coordonnateur, d'IDEC, de correspondant en hygiène, ou selon l'accès à une expertise en hygiène ou à un référent en antibiothérapie. En revanche, on constate plus de résidents infectés dans les EHPAD sans procédure de réévaluation de l'antibiothérapie. On observe un résultat inattendu concernant les conditions de réalisation de l'enquête dans l'EHPAD, avec une prévalence plus élevée dans les EHPAD accompagnés par un professionnel de l'hygiène, contrairement à 2016. Selon les caractéristiques des résidents maintenant, on ne constate pas de différence de prévalence selon le sexe. En revanche, on observe une prévalence plus élevée chez les résidents âgés de 85 ans et plus, avec une nette tendance à l'augmentation de la prévalence des résidents infectés avec l'âge jusqu'à 94 ans. On peut voir là sur la courbe une tendance à l'augmentation de la prévalence des infections euh, très nette jusqu'à 94 ans. La prévalence varie largement selon l'état de santé des résidents. Elle est plus élevée chez les résidents hospitalisés dans les 3 mois précédant le jour de l'enquête, chez les résidents en fauteuil roulant ou alité, qui sont incontinents ou qui présentent une escarre le jour de l'enquête. La prévalence est également plus élevée chez les résidents opérés dans les 30 jours précédant le jour de l'enquête et exposés à des dispositifs invasifs. Parmi les résidents exposés à un dispositif invasif, près de 1 sur 10 présentent une infection. On a 9,19 pour chez les résidents exposés à une sonde urinaire à demeure le jour de l'enquête et 8,5 à peu près pour les résidents qui sont exposés à un cathéter intravasculaire ou sous-cutané. On note que la prévalence des résidents infectés est plus élevée chez les résidents qui ne sont pas accueillis en unité adaptée. Ces résidents accueillis en unité adaptée sont moins âgés et présentent moins de facteurs de risque d'infection que les résidents qui ne sont pas accueillis en unité adaptée. Alors, la prévalence des résidents infectés, elle varie également selon la région. En métropole, la prévalence est la plus élevée en Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne et en Normandie. Elle est la plus basse en Corse, en Île-de-France et en région PACA. Et il y a un facteur 3 entre la prévalence la plus élevée et la plus basse en métropole. En Outre-mer, elle est la plus élevée à La Réunion et la plus faible en Guyane. Après exclusion des infections associées aux soins qui n'étaient pas ciblées en 2016 par l'enquête Prévepad, les prévalences ont largement diminué dans la plupart des régions, parfois de moitié, comme c'est le cas par exemple dans la région Pays de la Loire, région Grand Est, PACA, Île-de-France par exemple. La prévalence des infections associées aux soins est égale à 2,41%, un petit peu supérieure à celle de la prévalence des résidents infectés. Et le ratio infection sur infecté est égal à 1,03, très proche de celui calculé en 2016, qui était à 1,04. Comme pour la prévalence des résidents infectés, la prévalence des infections est supérieure à celle estimée en 2016. Celle-ci était égale à 3,04%. Alors, les principales localisations infectieuses sont respiratoires, urinaires et cutanées. Concernant les infections respiratoires, tout d'abord, elles représentent plus des 2 tiers des infections documentées. Elles incluent 11,7% de pneumonie, 14,5% d'infections respiratoires basses et près de 10% de Covid-19. On peut noter que les pneumonies sont 3 fois moins fréquemment confirmées par radiographie thoracique positive en 2024 qu'en 2016. Les pneumonies confirmées par radiographie du thorax représentent 12% des pneumonies en 2024 contre 34% en 2016.
Les infections urinaires, ensuite, représentent près d'un tiers des infections associées aux soins documentés. La documentation microbiologique est plus élevée en 2024 qu'en 2016. En 2024, un diagnostic microbiologique par examen cytobactériologique des urines était réalisé pour 76% des infections urinaires contre 69% en 2016. Enfin, les infections cutanées représentent un quart des infections documentées en 2024. Elles incluent principalement les infections de la peau et des tissus mous, les infections fongiques et les infections d'escarres ou de plaies chroniques. Les infections liées à un cathéter sont rares et sont liées le plus souvent à des cathéters sous-cutanés. La proportion d'infections ORL est faible et représente 3,3% de l'ensemble des infections. 96% de ces infections ORL sont des infections buccales ou candidoses buccales. Parmi les infections gastro-intestinales, les infections à Clostridioides difficiles sont rares et représentent 0,55% des infections. Plus de la moitié des infections assez difficilées, soit 56%, sont acquises de manière certaine dans l'EHPAD. Enfin, près d'une infection sur 100 est une bactériémie confirmée microbiologiquement, avec une prévalence, une proportion de 0,8%. La comparaison des infections entre les deux enquêtes, 2024 et 2016, est plus pertinente lorsqu'on compare leur prévalence plutôt que leur proportion. On constate une diminution de la prévalence des infections respiratoires qui tient en particulier à la diminution significative de la prévalence des infections respiratoires basses hors pneumonie, même si celle-ci est partiellement compensée par les COVID-19. On peut voir ici la diminution de la prévalence des infections respiratoires basses, mais les COVID-19 viennent compenser cette diminution. La prévalence des infections urinaires a diminué significativement entre 2016 et 2024, passant de 1,12% à 0,76%. Et de la même manière, la diminution de la prévalence des infections cutanées tient à la diminution significative de la prévalence des infections de la peau et des tissus mous, qui là encore peut être partiellement compensée par les infections fongiques qui n'étaient pas ciblées en 2016 dans l'enquête Prévépad. En 2024, la proportion d'infections associées aux soins avec au moins un micro-organisme isolé est estimée à 42%. Plus de la moitié des infections ne font pas l'objet d'une documentation microbiologique et l'examen est stérile pour 5% des infections. Un total de 1137 micro-organismes ont été isolés, dont 61% sont isolés d'infections urinaires. Concernant les infections urinaires confirmées par ECBU, les germes les plus fréquemment observés sont Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae et Proteus mirabilis. Ces trois micro-organismes représentent près des 2 tiers, soit 73%, des germes isolés d'infections urinaires confirmés par ECBI. Par rapport à 2016, on constate une diminution des coccigrammes plus, notamment de staphylocoque doré, et une augmentation des entérobactéries, avec notamment une augmentation de E. coli. Donc maintenant, concernant les traitements anti-infectieux, au total, 3 131 anti-infections ont été documentées dans l'ENP 2024. Parmi ces anti-infectieux, les antibiotiques sont majoritaires et représentent 97% des anti-infectieux ciblés. 3% sont des antifongiques ou antimycosiques et 0,5% sont des antituberculeux. La prévalence des résidents traités par au moins un antibiotique le jour de l'enquête est estimée à 2,87%. Cela représente 2 911 résidents inclus dans l'ENP 2024 et qui sont traités le jour de l'enquête. Cette prévalence varie selon l'EHPAD. Un EHPAD sur 5 présente une prévalence nulle, soit 20%. La médiane des prévalences par EHPAD est égale à 2,5% et un quart des EHPAD ont une prévalence supérieure à 4,23%. Par rapport à 2016, on constate une stabilité de la prévalence des résidents traités par antibiotiques avec une prévalence égale à 2,76% en 2016. On n'observe pas de différence de prévalence selon le statut juridique ou la capacité des EHPAD, contrairement à 2016. En revanche, on retrouve plus de résidents traités par antibiotiques dans les EHPAD qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé et qui ont un pathos moyen pondéré supérieur à 200.
De la même manière, les EHPAD sans accès à une expertise en hygiène, sans accès à un référent en antibiothérapie et sans procédure de réévaluation de l'antibiothérapie présentent une prévalence des résidents traités par antibiotiques qui sont plus élevées. Selon les caractéristiques des résidents, on observe, comme en 2016, une prévalence plus élevée chez les patients âgés de 85 ans et plus. On observe davantage de traitements antibiotiques chez les résidents accueillis dans une unité non adaptée. Et la prévalence des résidents traités par antibiotiques est plus élevée chez les résidents hospitalisés dans les 3 mois précédant le jour de l'enquête, chez les résidents ne présentant pas de période de confusion et ou des troubles neurocognitifs, chez les résidents en fauteuil roulant ou alité, incontinents ou qui présentent une escarre le jour de l'enquête. Comme en 2016, la prévalence est également plus élevée chez les résidents opérés dans les 30 jours précédant le jour de l'enquête et exposés à des dispositifs invasifs. Alors, par région, la prévalence est plus élevée en Normandie, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine pour la métropole. Elle est la plus faible en région Centre-Val de Loire, en Grand Est et en région PACA. En Outre-mer, la prévalence est plus élevée en Guyane et la plus faible en Martinique. La prévalence des résidents traités par antibiotiques reste stable entre 2016 et 2024 dans la plupart des régions. Les traitements antibiotiques sont administrés principalement par voie orale. Cette voie représente 86% des traitements comme en 2016. Les autres voies restent marginales. Les traitements curatifs représentent plus des 3/4 des traitements prescrits en 2024, soit 77,1%. On constate une augmentation des traitements prophylactiques qui passe de 13,6% en 2016 à 22% en 2024. Les 4 principales molécules d'antibiotiques prescrits sont l'association d'amoxicilline acide clavulanique, l'amoxicilline, la phosphomycine et la ceftriaxone. Ces 4 molécules représentent plus de la moitié des antibiotiques prescrits en 2016 et en 2024. Elles représentent 59% en 2024, elles représentaient 52% en 2016. Par contexte de prescription, on constate que les traitements antibiotiques les plus prescrits en curatif d'infection sont les pénicillines, soit 45,4% des antibiotiques curatifs, avec notamment l'association amoxicilline acide clavulanique et l'amoxicilline. Puis viennent les céphalosporines de troisième génération. Elles représentent 20% avec la ceftriaxone et le cefexime. En prophylactique, le traitement antibiotique le plus prescrit est de loin et de très loin la phosphomycine, 39%, suivi de la famille des sulfamides, 14% avec le cotrimoxazole, de la famille des pénicillines avec l'amoxicilline et de la famille des macrolides avec l'azithromycine. Quand on compare les antibiotiques prescrits en 2024 avec ceux de 2016, indépendamment du contexte de prescription, on constate une augmentation importante de la phosphomycine qui passe de 4,1% en 2016 à 11,9% en 2024. Une augmentation du cotrimoxazole également qui passe de 2,7% à 6,7% en 2024 et une augmentation de l'azithromycine. À l'inverse, on observe une diminution de la pristinamycine qui passe de 7% à 4,2% et une diminution du nitrofurantoïne et de l'ofloxacine. La durée prévue des traitements curatifs en intention de traiter dépasse 7 jours pour plus d'un tiers des prescriptions, soit 34%. Cette proportion reste stable par rapport à 2016. Pour les traitements prophylactiques, la durée n'est pas connue pour 40% des traitements et elle dépasse 7 jours pour 39,2% des prescriptions. Pour les traitements curatifs, la réévaluation de l'antibiothérapie dans les 3 jours a été réalisée pour 31,8% des traitements. Là encore, cette proportion reste inchangée par rapport à 2016. Elle était alors égale à 31,4%.
Alors, quelques mots maintenant sur la place de la France en Europe. La France a participé au projet européen HALT 4 à travers cette enquête qui compare l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Concernant la prévalence des résidents infectés, tout d'abord, la France est en dessous de la moyenne européenne, qui est égale à 3,1%. Le Portugal, l'Espagne et les Pays-Bas présentent les prévalences les plus élevées, autour de 6%, et l'Allemagne a la prévalence la plus faible, égale à 0,9%. Concernant la prévalence des résidents traités par anti-infectieux, alors cette prévalence des anti-infectieux, c'est l'indicateur qui est retenu par le CDC. La France est très en dessous de la moyenne européenne, qui est égale à 4,1%. La France est à 2,6%. Le Danemark et l'Islande présentent les prévalences les plus élevées, supérieures à 7%, et l'Allemagne a la prévalence des résidents traités par anti-infectieux la plus faible, qui est égale à 1,2%. Alors en conclusion, on peut noter tout d'abord une participation très importante des EHPAD à cette ENP 2024, qui témoigne de leur engagement dans la prévention du risque infectieux et le bon usage des antibiotiques. On peut noter également que les résidents dans l'ENP 2024 sont plus âgés qu'en 2016, avec un niveau moyen de dépendance plus élevé. Concernant la prévalence des résidents infectés, en 2024, un résident sur 40 présente au moins une infection associée aux soins un jour donné en EHPAD. Cette prévalence est en diminution par rapport à 2016. En revanche, la prévalence des résidents traités par antibiotiques reste stable depuis 2016. Les résultats permettent de proposer des actions en faveur du bon usage des antibiotiques et de la prévention et du contrôle des infections. En particulier, les résultats montrent l'intérêt de formaliser une procédure de réévaluation de l'antibiotique dans les EHPAD et de renforcer l'accès à une expertise en hygiène et à un référent en antibiothérapie. Les résultats incitent également à poursuivre les efforts de formation et de sensibilisation afin d'améliorer la documentation microbiologique des infections. On a vu que moins de la moitié des infections ont fait l'objet d'une documentation microbiologique. Les résultats montrent également la nécessité d'évaluer la pertinence des traitements prophylactiques. Plus d'un tiers des traitements antibiotiques sur 5 étaient prophylactiques et cette proportion était en augmentation par rapport à 2016. Les actions de formation et de sensibilisation doivent porter également sur la réduction de la durée des traitements curatifs et la réévaluation systématique des traitements curatifs dans les 3 jours. Enfin, les résultats montrent des variations régionales parfois importantes, notamment pour la prévalence des résidents infectés. Cela révèle des spécificités régionales qu'il est nécessaire d'analyser et de prendre en compte dans le cadre de la déclinaison de ces différentes actions. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez consulter la synthèse des résultats de cette enquête sur le site de Santé publique France. Ces résultats feront également l'objet d'un poster au congrès de la SF2H et un rapport complet de ces résultats seront également diffusés fin 2025. Il présentera notamment les résultats sur la résistance des micro-organismes isolés d'infection, ainsi que les résultats de l'enquête pilote qui a été réalisée dans les établissements pour adultes handicapés. Voilà, je tiens à remercier l'ensemble des EHPAD qui ont été très nombreux à participer à cette enquête. Je remercie également les EMH et EOH qui ont accompagné les établissements. Merci également au CEPIAS pour leur appui régional. Et enfin, je remercie le groupe de travail dédié à cette enquête pour la qualité de son travail. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Com, pour ces résultats très intéressants et qui soulèvent, finalement, pas mal de questions, tant sur, les infections associées aux soins que, les traitements anti-infectieux. Donc nous avons eu, quelques questions dans le chat. Je vais, débuter par une question, méthodologie. Bonjour, pour l'analyse, pourquoi avoir choisi d'inclure, tous les résidents inclus et pas seulement, les EHPAD tirés au sort comme en 2016? Car vous comparez les données 2016 et 2024 alors que la méthodologie des 2 années est différente. Oui, tout à fait. Effectivement, en 2024, on a fait le choix d'élargir en fait l'analyse à l'ensemble des EHPAD qui avaient participé et pas uniquement aux EHPAD tirés au sort. On voit bien que 2 tiers des EHPAD analysés
proviennent d'EHPAD qui n'ont pas été tirés au sort, ce qui permet d'améliorer grandement la puissance des analyses et de proposer des analyses beaucoup plus fines, notamment au niveau régional, ce qui n'aurait pas été permis en analysant uniquement les EHPAD de l'échantillon. D'autre part, il y a eu une analyse de sensibilité qui a comparé les prévalences entre les EHPAD qui avaient été tirés au sort et les EHPAD non tirés au sort. Et il s'avère qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux. Les prévalences sont très très proches. Et puis ce qu'il faut également noter, c'est que l'échantillon qui a été tiré au sort en 2024 n'est pas du tout équivalent à celui de 2016. Et d'une certaine manière, ça indique que de toute manière, il n'est pas plus pertinent de comparer uniquement les EHPAD tirés au sort avec l'enquête de 2016. Merci Com. Nous avons une deuxième question méthodo. Est-ce que vous tenez compte du taux de participation selon les régions, notamment pour le calcul de la prévalence des résidents infectés? Alors, le taux de participation, on l'intègre d'une autre manière, c'est-à-dire que l'ensemble des résultats, ils prennent en compte le plan de sondage, c'est-à-dire qu'on s'est stratifié sur la capacité et la région, c'est-à-dire qu'on redresse les résultats en fonction de la participation par rapport à la base de sondage. Oui, donc d'une certaine manière, oui, on tient compte du taux de participation, sachant qu'il peut être très variable d'une région à l'autre. Très bien, merci. Est-ce que la différence, donc on est toujours sur la cartographie de prévalence des infections associées aux soins, selon les régions. Est-ce qu'il y a une différence significative, en fait, selon les régions? Parce qu'on a des entre la Corse qui est à 0,14 je crois et Hmm. d'autres régions qui sont au-delà de 3 c'est vrai qu'on peut se demander s'il y a réellement une différence, entre ces régions. Alors, c'est une analyse que je n'ai pas encore faite, c'est-à-dire pour analyser la significativité, euh, il faudrait faire un modèle multivarié qui prenne en compte d'autres paramètres. Là, pour l'instant, ce sont les prévalences brutes qui ont été calculées, alors estimées dans la population des EHPAD de chaque région, mais on ne les compare pas toutes choses égales par ailleurs, notamment sur les caractéristiques des EHPAD. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra effectuer dans les prochains mois pour faire une analyse multivariée et voir si effectivement cette différence régionale, on a quand même un facteur 3, notamment en métropole, sur la prévalence des résidents infectés entre la région qui a la prévalence la plus basse et celle qui a la prévalence la plus élevée. Il sera donc nécessaire de poursuivre cette analyse en multivariée pour vérifier si on a toujours cette différence. Merci, ça me permet d'enchaîner sur une autre question sur l'analyse statistique. Est-ce que, comme en 2016, vous allez faire une analyse multivariée pour mettre en évidence les facteurs explicatifs en fait, du nombre de résidents infectés? Oui, oui, effectivement, on va intégrer à la fois dans l'analyse multivariée les caractéristiques des EHPAD, donc c'est des variables plutôt contextuelles, et puis des variables individuelles. C'est un peu l'avantage de cette ENP 2024, c'est qu'on a bénéficié de données individuelles très importantes, qui n'étaient pas forcément disponibles en 2016, puisqu'on était sur des données agrégées, y compris sur des variables comme l'âge, par exemple, dont on disposait uniquement l'information pour les résidents infectés, mais pas pour l'ensemble des résidents. Et donc là, on va pouvoir mener cette analyse multivariée de manière très détaillée et je pense que ça va donner des résultats très intéressants. Puis j'imagine qu'il y aura aussi donc une stratification par JMP et par, PMP aussi sur l'analyse, à venir? Oui, exactement. Quand on va intégrer les caractéristiques des EHPAD, on va essayer de tenir compte de tout un tas de facteurs que je vous ai présentés et qui agit finalement sur la prévalence. Très bien. Je vais poursuivre avec une autre question, donc sur la prévalence des résidents infectés. Est-ce que vous avez noté, des infections à BMR, à bactéries multirésistantes, aux antibiotiques ou BHR, hautement résistantes, Alors aux oui, antibiotiques? c'est des résultats là que je vous ai pas présentés parce que c'est des analyses en cours en fait. Mais effectivement, il y aura des résultats intéressants sur l'antibiorésistance. Oui. Mm.
que c'est vrai que c'est une grande question dans les EHPAD, notamment par rapport aux précautions complémentaires qui sont mises en place. Et c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir, ces prévalences sur, ces infections à BMR ou BHRE. Mmh. Là, on passe sur les antibiotiques. Est-ce il va être, réalisé une analyse en fait, en fonction des indications, le type Oui, d'antibiotique qui a été prescrit, notamment pour, analyser notamment les prescriptions de céfixime qui normalement n'ont plus trop d'indications ni dans les infections urinaires, ni dans les infections pulmonaires, voir du coup dans quoi sont prescrits les antibiotiques pour essayer, bah, d'avoir, des outils de bon usage adaptés, du coup à ces prescriptions pour mieux sensibiliser les prescripteurs. oui. Alors effectivement, c'est là encore des analyses qu'on fera, c'est-à-dire qu'on va analyser les indications associées aux différents traitements, différentes prescriptions, en fonction des cibles. Voilà. Donc ça va être intéressant, notamment pour voir la cohérence avec les recommandations. C'est déjà des travaux qu'on avait essayé de faire dans le cadre de l'ENP 2017 en établissement de santé. Ça avait été fait sur les infections respiratoires basses et les infections urinaires. Donc ça va être intéressant de croiser finalement les informations sur les infections avec les informations sur les traitements anti-infectieux et, euh, et de comparer aux recommandations. Merci et dans la même, logique, on a une question, savoir, est-ce qu'on a des éléments d'explication pour l'augmentation de la phosphomycine, du coup, par rapport à l'enquête nationale de prévalence antérieure? Pas pour l'instant. Effectivement, on a une augmentation très importante de la phosphomycine, peut-être en prophylactique des infections urinaires. Euh, mais les traitements prophylactiques pour les infections urinaires sont assez rares, parce que je viens juste d'avoir les données. Elles sont assez rares, donc il y a peut-être d'autres explications. Voilà. Pour l'instant, non, c'est pas encore très clair. Je vous remercie. Ça amène aussi, moi, une autre question que j'avais en écoutant votre présentation sur les 22 de enfin, il y avait 22 de traitements, prophylactiques, c'est ce que vous présentiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez regardé plus finement le type d'établissement? Est-ce qu'ils étaient accompagnés d'une expertise en hygiène ou, est-ce que c'était un établissement rattaché à un établissement hospitalier? Parce que c'est vrai que 22 ça semble quand même assez, conséquent, d'avoir ces traitements, prophylactiques, en EHPAD. Oui, effectivement, on a davantage en proportion de traitements prophylactiques par rapport à 2016. Et c'est là aussi, il faudra faire des analyses ultérieures pour mieux comprendre cette augmentation. Ça concerne quel type d'EHPAD euh, et puis quel type d'antibiotiques. Pour, revenir dans les analyses un peu plus fines, c'est vrai que vous avez pareil pour la prévention des infections, il n'y avait pas de différence significative finalement entre les établissements qui étaient accompagnés, d'une expertise en hygiène, ou d'une équipe qui ne l'était pas. Est-ce que, pareil par type d'infection ou dans vos analyses, plus fines, vous allez essayer de voir, s'il y a quand même un impact important de ces équipes? Parce que là, quand on regarde les résultats et quand Hmm. on voit de manière globale, on pourrait croire qu'il n'y a pas d'impact de ces équipes, alors qu'on sait que sur le terrain, que c'est absolument pas le cas, que les équipes mobiles d'hygiène et les EOH sont extrêmement importantes, dans la prévention des infections en EHPAD. Oui, alors ça, il faudra essayer effectivement de comprendre là aussi quelles sont les différences par rapport à 2016. Euh, alors ça ne veut pas dire effectivement, comme vous venez de le dire, qu'il n'y a pas d'impact. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence de différences significatives, ce qui est totalement différent. Et notamment, ça peut être lié au fait que aujourd'hui, on a vu les proportions d'établissements qui sont accompagnés, qui ont un accès à une expertise en hygiène est tellement élevée qu'on est potentiellement en situation de plus arriver à montrer de différences très importantes. Et du coup, dans le cadre de l'accompagnement, par les EMH ou les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie qui sont en train de se monter progressivement, monter en puissance dans les régions, est-ce qu'il y a un lien qui sera fait entre, la présence d'une EMA dans chaque département et dans chaque région, le nombre d'EMA dans chaque région et du coup soit les taux de prévalence des infections ou les taux de prévalence Voilà. des résidences sous antibiothérapie? Oui, typiquement, c'est quelque chose dont on tiendra compte quand on fera l'analyse multivariée
on essaiera de voir si ces facteurs sortent en multivarié, puisqu'on vient de voir en univarié, ça ressortait beaucoup pour l'accès à un référent en antibiothérapie, à la fois pour la prévalence des traitements des résidents traités par antibiotiques, mais également pour la prévalence des résidents infectés. Donc voilà, ça, ce sont des paramètres qui seront bien entendus dans le modèle multivarié. Après, nous avions une question, concernant le Danemark. Comment on peut expliquer que le Danemark, on a tous en tête le Danemark comme, un pays, modèle, on va dire, en règle générale. Comment on peut expliquer? Est-ce que vous avez des notions, pour expliquer, pourquoi il est le premier pays prescripteur, d'antibiotiques? Alors, concernant je dirais contrairement aux enquêtes Point Prevalence Survey qui sont réalisées par le CDC et qui portent sur les établissements de santé, il y a une certaine cohérence entre les établissements. En revanche, quand on est sur les enquêtes HALT, qui concernent plus les enquêtes de prévalence dans ce qu'on appelle les Long-Term Care Facilities, ça inclut à la fois les nursing homes, donc les EHPAD, mais également beaucoup d'autres types d'établissements médico-sociaux, ou en tout cas de soins de longue durée, qui se rapprochent beaucoup plus de nos SLD à nous, voire de nos CLCC. Et de ce fait-là, et là le CDC met vraiment en garde, il est souvent difficile de comparer les pays entre eux sur cette enquête. C'est-à-dire qu'il y a des spécificités en termes d'établissement qui ne permettent pas vraiment de faire des comparaisons. Donc là, c'est uniquement du benchmark qui est fait par l'Europe, mais je dirais qui relève finalement de situations complètement différentes d'un pays à l'autre. D'accord. Donc finalement, à ne pas prendre au pied de la lettre, c'est pas parce que le Danemark est un premier prescripteur que, voilà, les différences sont telles que, finalement, il n'y a pas tant de comparaisons possibles entre les différents pays, européens. Voilà, tout à fait. Merci. Bah, ça permet de répondre à une autre question qui venait sur, comment expliquer la différence des résultats avec les autres pays. C'est qu'en fait, en termes de définition des EHPAD, nursing home ou du coup, du soin de longue durée, comme vous dites, ou même se rapprochant des CLCC, on n'est pas du tout sur les mêmes typologies de résidents patients, en fait, entre les pays européens, qui fait que, du coup, il y a peut-être une charge en soins plus importante sur ces structures-là au Danemark, Mm. contrairement à nous, du coup, en France. Oui, tout à fait. Une autre question sur, donc toujours par rapport aux régions, est-ce que dans le rapport, il y a un focus, qui est spécifique par région? Est-ce que les résultats sont détaillés spécifiquement, par région ou pas? Alors oui, dans le rapport qui sera publié à la fin de l'année 2025, donc ça inclura bien sûr les résultats régionaux. D'ores et déjà, les CEPIAS ont reçu un rapport standardisé de résultats d'une vingtaine de pages qui présente les principaux résultats de cette enquête. Alors les résultats sont, on m'a signalé, étaient un petit peu différents de ceux qui sont présentés dans la synthèse nationale. Donc il leur sera envoyé également une synthèse nationale, une autre, qui prendra exactement sur le même modèle que les rapports régionaux. Donc ça permettra au CEPIAS, à chaque région, au CRATB également, de pouvoir comparer vraiment leurs résultats régionaux au niveau national. Sachant que pour l'instant, il y a à la fois les CEPIAS, les CRATB et les cellules régionales de santé publique France qui disposent de ces résultats. Puis on a pu voir dans certaines journées, hein, des CEPIAS, à destination des établissements médico-sociaux que déjà des résultats ont été présentés, régionaux, alors sans comparaison nationale bien entendu, mais voilà, il y a des choses en tout cas qui ont déjà été présentées et donc ça va petit à petit venir, sur le reste de l'année, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Chaque CEPIAS va organiser sa journée régionale, la journée nationale, euh, journée annuelle, pardon. À un moment dans l'année, il y aura des présentations, je pense, soit du CEPIAS, soit de Santé publique France à ces journées.
On revient un petit peu sur les antibiothérapies, notamment les antibiotiques, prescrits en prophylaxie. Du coup, quelle confiance, donner à ces éléments-là? Peu ou pas de possibilité d'audit, pour vérifier la qualité des données? Parce que c'est vrai que ça interpelle ce 22 de traitements, prophylactiques en EHPAD. Alors normalement, c'est des analyses aussi qui vont arriver, c'est-à-dire que on a vu que les données ont été validées dans la plupart des EHPAD par les médecins coordonnateurs, à la fois sur les infections et sur les traitements. Donc on peut avoir une confiance assez grande dans ces résultats. On aurait pu se poser des questions s'il y avait vraiment un recul de la validation des données. Après, il peut toujours, et ça sera les analyses plus fines qui vont le montrer, des erreurs de codage en prophylactique pour des traitements qui sont curatifs, par exemple. Et pour ça, on va croiser à la fois la partie infection et la partie traitement pour voir justement la cohérence qu'il peut y avoir entre les deux. Je vais revenir sur, la comparaison entre pays européens. Si les données ne sont pas comparables, quel est l'intérêt finalement de les présenter, dans les rapports? De montrer ces différences? Alors pourquoi le CDC présente ces résultats? Euh, Parce que c'est instructif en soi. Je pense que ces enquêtes de prévalence au niveau européen, elles sont réalisées. On a pu voir, il y a eu 18 pays européens qui ont participé. La France a contribué en envoyant une partie des données sur une cinquantaine d'établissements qui ont été retirés. Il y a un sous-échantillon ECDC européen qui est fait, un sous-échantillonnage. Euh, je pense que de toute manière, le rapport ECDC doit le mentionner. Il y a des différences entre les différents établissements et il faut le prendre en compte dans l'interprétation des résultats. Ça ne veut pas dire que la comparaison n'est pas pertinente. De la même manière, dans le rapport de l'ECDC sur les Point Prevalence Survey en établissement de santé, c'est difficile de comparer un CHU d'un SSR, par exemple. C'est un peu du même ordre. Euh, Ce qui compte, c'est que là, c'est les résultats très globaux qui sont présentés. Après, le rapport ECDC, il est beaucoup plus fourni. Il doit faire 200 à 300 pages et il détaille l'ensemble de ces résultats. Là, c'était juste un aperçu en une diapo. Ce rapport, il sera disponible, cette année? Il est déjà Il est déjà? disponible sur le site de l'ECDC. Oui, tout à fait. OK. Nous avons une question concernant les indicateurs de mortalité. Est-ce qu'il y aura des éléments dans le rapport plus complet, notamment un peu des données similaires qu'on a tous les ans sur, notamment les épidémies IRA qu'on a dans les établissements médico-sociaux, l'impact de ces infections sur la mortalité des résidents? Alors, l'enquête de prévalence, les enquêtes nationales de prévalence n'incluent pas d'informations sur la mortalité des résidents ou même des patients, hein, que ce soit en EHPAD ou en établissement de santé. En revanche, il y a une enquête d'incidence en EHPAD qui a été réalisée pendant une année complète sur un échantillon limité d'EHPAD. C'est un projet qui a été mené en 2022 et qui va faire l'objet là d'une publication prochaine. C'est une enquête qui a justement analysé la mortalité en EHPAD et le lien avec les infections en EHPAD. Et il y a également le lien entre hospitalisation et infection qui est fait dans ces enquêtes. Et là aussi, c'est un projet ECDC qui a été réalisé dans 6 ou 7 États membres. Et la France a participé donc à cette enquête. Très bien. Je vais revenir encore une fois sur l'évolution, pour chaque pays. Est-ce que je n'ai pas lu le rapport de l'OCDC, est-ce qu'il y a une comparaison, pour le même pays entre les différentes années? Est-ce qu'on voit, par exemple, que pour le Danemark, il y a une diminution ou enfin, voilà, est-ce qu'il y a une évolution dans le temps pour chaque pays pour, essayer d'avoir, voilà,
plus de détails sur la prescription, la consommation? Mais je ne crois pas que le CDC fasse ces comparaisons entre les enquêtes comme nous, on a l'habitude de le faire au niveau national. Systématiquement, on compare les enquêtes entre elles au moins 2 à 2. C'est-à-dire qu'on compare toujours à l'enquête précédente. Le CDC ne fait pas ça, pour une raison que j'ignore. Au niveau national, ce qu'on souhaiterait faire, c'est comparer les résultats des enquêtes de prévalence depuis les 20 dernières années, c'est-à-dire comparer 4, 5 enquêtes pour voir les évolutions, mais sur le long terme, en ajustant justement sur les caractéristiques des patients ou des résidents. Donc ça, c'est un projet. Très bien. Concernant les analyses là, un peu plus fines que vous, prévoyez de faire, est-ce que vous pensez que les résultats seront disponibles sur cette fin d'année ou est-ce Oui, qu'ils c'est l'objectif, c'est de publier le rapport avant la fin de l'année 2025. Ouais. OK. Très bien. Nous n'avons pas plus de questions dans le chat. Ah si, une dernière, ou avant-dernière, peu importe. Est-ce que tous les pays européens ont effectué l'enquête à la même période? Est-ce que, il y en a qui l'ont fait, dans une phase épidémique, d'autres, Oui. post-épidémie, par exemple? Ah, ça, c'est effectivement une très bonne question. L'enquête européenne s'échelonne sur 2 ans, avec des périodes, et il y a 2 périodes d'enquête par an. Nous, on s'est inscrit à une période en particulier, qui était la période de mai-juin 2024. Mais cette enquête européenne, HALT 4, a commencé en fait dès 2023, dès début 2023. Et donc, il y a eu, voilà. Et c'est effectivement en fonction des pays, chaque pays sélectionne, choisit sa période d'enquête. En général, ils choisissent des périodes d'enquête qui leur permettent de comparer des périodes pour eux. Comme nous, on fait toujours à la même période pour se comparer d'une année sur l'autre, d'une enquête sur l'autre. Mais après, effectivement, quand on mélange l'ensemble des pays européens, on a des situations assez contrastées en termes d'épidémies saisonnières, par exemple, dont on connaît l'impact dans les EHPAD. Très bien. On a 2 messages de remerciement, pour la clarté et le contenu de cette présentation. Rendez-vous en 2029 pour, la prochaine, enquête. Vous savez pas? 2027, 2027? c'est pour la prochaine enquête en établissement de santé. Et j'ai pas encore la date pour la prochaine enquête en EHPAD. Ça sera en général, c'est un petit peu plus que tous les 5 ans, puisque la dernière c'était en 2016. Donc je sais pas, je connais pas encore la date. À suivre alors. On n'a pas d'autres questions, dans le chat. Ce que je vous propose, c'est de clore ce webinaire. Moi, ce que je retiens, c'est quand même, les EHPAD qui sont accompagnés, pratiquement à 100 par les équipes mobiles d'hygiène, et que pratiquement la moitié des établissements participants se sont aidés finalement de cette équipe d'hygiène pour, réaliser l'enquête. Donc ça montre quand même qu'il y a une implication et une importance de toutes ces équipes, sur le terrain au quotidien, pour, la prévention des infections et aussi pour le bon usage des antibiotiques, pardon, concernant les EMA. Un grand merci Com pour cette présentation qui en effet était très claire. Voilà, on attend, avec impatience les résultats, un peu plus détaillés pour cette fin d'année, mais un grand merci à vous et merci Aurélie pour ta présence également et Jean-Paul et Sonia qui sont, en backup et qui nous aident, depuis tout à l'heure sur, la gestion de ce webinaire. Un grand merci Merci à et vous. bonne journée à tous. Merci. Bon après-midi.